Une polémique éclate en République démocratique du Congo après qu'une femme soit décédée par manque d'argent suite au refus d'une structure sanitaire de lui administrer des soins. Les autorités ont pris la décision de fermer 2 hôpitaux privés. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Au Kenya, nouveau report du procès des 70 jeunes accusés de terrorisme. Ces jeunes ont été arrêtés suite à la manifestation anti-gouvernementale. Les détails à retrouver également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. À Kinshasa, en RDC, les autorités ont ordonné mercredi 10 septembre la suspension des services des urgences dans 2 luxueux hôpitaux privés. Et ce, après la mort d'une patiente à qui des soins ont été refusés pour n'avoir disposé d'une caution jugée exagérée par les autorités. Un tollé s'en est suivi sur une règle implacable dans les hôpitaux privés et certains établissements publics de la capitale congolaise. Pas d'argent rime avec pas de soins. Dans ce système de santé, la santé se monnaie au comptant sans état d'âme, révélant au grand jour les dérives d'un secteur pourtant censé sauver des vies. Dans la nuit du 7 au 8 septembre, Divine Kumasamba, une trentaine récemment diplômée d'une université, est conduite en urgence par sa mère et sa sœur au centre médical Diamant, une propriété d'une firme canadienne et l'un des établissements les plus réputés de la capitale. La jeune souffre de violentes douleurs abdominales. Selon le récit de sa famille, les médecins refusent de la prendre en charge sans le versement préalable de 5 000 $ américains. Les proches proposent une avance de 500 $ et s'engagent à compléter le reste dans la journée. Mais le personnel médical reste inflexible. Aucun soin d'urgence, même de stabilisation, ne sera prodigué. La famille, désemparée, transporte alors Divine au centre hospitalier Hachi du nom de son propriétaire Harris chaque année. Là encore, les portes se ferment. L'administration exige cette fois 2 000 $ avant d'approcher la patiente. En quelques heures, les 2 hôpitaux privés tournent le dos à une femme en détresse. Divine décidera peu après son transfert à l'hôpital catholique Saint-Joseph de l'archidiocèse de Kinshasa. L'affaire a provoqué un véritable séisme. Le ministre de la Santé a ordonné la fermeture des services d'urgence des 2 établissements incriminés jusqu'à nouvel ordre. Au Kenya, c'est encore un faux départ pour le procès de 70 jeunes accusés de terrorisme à Nairobi. Ils ont été arrêtés lors des manifestations antigouvernementales qui ont eu lieu fin juin et début juillet 2025. L'audience a tourné court le jeudi 11 septembre. Au tribunal antiterroriste de Kawa, dans la banlieue de la capitale, les procureurs ont demandé un renvoi pour obtenir plus de temps afin de mener leur enquête. Au Kenya, cela fait 3 fois que l'ouverture du procès est repoussée. Denis Moutei fait partie de 70 accusés. Il a été libéré sous caution et aujourd'hui, pour ce mototaxi, ses reports à répétition coûtent cher. Je gagne environ 500 shillings, 3 € par jour. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je perds de l'argent et je dois en dépenser pour venir ici. J'ai un emprunt pour ma moto, des factures à la maison, ça nous fait beaucoup de tort de venir 2 fois par jour, c'est dur, explique-t-il. Pour l'avocat de la défense André Nouge, il s'agit d'une stratégie de la cour du bureau du procureur qui choisit de jouer la montre. Nous attendions avec impatience de voir s'il avait des documents qui prouvent que nos clients ont participé à des actes de terrorisme et nous n'avons toujours rien vu. Le bureau du procureur essaie juste de gagner du temps. Cette cour a le devoir de protéger les Kenyans du terrorisme, pas de condamner des jeunes pour avoir couru dans les rues, accuse-t-elle. Pour David Maraga, ancien président de la Cour suprême et candidat de la future présidentielle, l'État kenyan abuse aujourd'hui de la loi antiterroriste kenyane. L'unique raison pour laquelle on accuse ces jeunes de terrorisme, c'est pour les garder en détention. Les conditions de liberté provisoire sont très dures, mais ces charges ne tiendront pas et les procureurs le savent. C'est l'État qui terrorise la jeunesse, affirme-t-il. La Cour a fixé à 5 000 shillings, soit plus de 650 €, la caution pour la mise en liberté provisoire. L'affaire a été renvoyée au 2 octobre. C'est une enquête emblématique qui est sur le point d'être rouverte en Afrique du Sud, 48 ans après la mort du militant anti-apartheid Steve Biko, tué par la police alors qu'il était en détention. L'enquête reprend ce vendredi 12 septembre 2025. Un événement rendu possible par le combat de sa famille, mais aussi plus largement par une vague de réouverture de dossiers voulus par le président Cyril Ramaphosa depuis son arrivée au pouvoir en 2018 pour une meilleure justice vis-à-vis des crimes d'apartheid. Son nom résonne encore, 48 ans plus tard, comme celui de la cruauté du régime d'apartheid, écrit notre correspondant en Afrique du Sud, Valentin Hugues. En 1977, Stéphane Bantou Biko, appelé Steph Biko,
Le fondateur du mouvement de la conscience noire est sauvagement torturé par une branche spéciale de la police avant de succomber à des graves lésions cérébrales. L'affaire avait alors suscité l'émotion au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. L'année suivante, le procureur de l'époque refuse d'entamer des poursuites. Quand le régime raciste tombe, ces barreaux témoignent face à la commission Vérité et Réconciliation lancée par Nelson Mandela en 1995. Ils y demandent l'amnistie pour ce meurtre, mais ne l'obtiennent pas. Ils auraient ainsi dû être poursuivis pour leurs actes. Seulement, comme beaucoup, ils échappent à la justice. Jugé pour tentative de coup d'État, l'ex-président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a été reconnu coupable d'avoir voulu empêcher le retour au pouvoir de l'actuel président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, jeudi 11 septembre. Il a été condamné à 27 ans et 3 mois de prison lors d'un procès historique devant la Cour suprême. Reconnu par une majorité des juges de la Cour suprême comme le chef d'une organisation criminelle ayant conspiré pour assurer son maintien autoritaire au pouvoir, malgré sa défaite face au président actuel de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, lors de l'élection présidentielle de 2022, l'ancien président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a été condamné à un peu plus de 27 ans de prison ce jeudi 11 septembre. Le juge Cristiano Zanin, ayant estimé que l'ancien chef de l'État avait participé à une organisation criminelle armée, il était le dernier à se prononcer. 4 des 5 juges de la Cour se sont donc déclarés en faveur de sa condamnation. Inéligible jusqu'en 2030 et assigné à résidence à Brasilia depuis début août pour des soupçons d'entrave à son procès, Jair Bolsonaro n'était pas présent aux audiences en raison de son état de santé selon sa défense. Ils appellent cela un procès alors que tout le monde connaît le résultat avant même que cela ne commence. C'est une première dans le monde. L'Allemagne vient de faire entrer dans son gouvernement un ministre généré par intelligence artificielle. L'annonce a été faite par le Premier ministre Edi Rama qui a présenté l'innovation comme un moyen de lutter contre la corruption. Sur la photo du nouveau gouvernement albanais autour de la table du Conseil des ministres, il y aura toujours une absente. Diela, dont le nom signifie soleil en albanais, elle est représentée comme une femme vêtue d'un costume traditionnel, mais s'il existe une image d'elle, nul ne l'a vue jamais en chair et en os, car Diela a été générée par une intelligence artificielle. Si son existence est virtuelle, son rôle, lui, se veut bien réel. Diela est la nouvelle titulaire du portefeuille des marchés publics. À ce titre, elle sera chargée de toutes les décisions relatives aux appels d'offres des marchés publics. Le Premier ministre assure que grâce à Diela, ceux-ci seront désormais exempts de toute corruption. Chaque denier public soumis à la procédure d'appel offre sera parfaitement transmis, assure Edi Rama. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais du devoir de Diela, a-t-il souligné, ajoutant que le ministre évaluera les appels d'offres et aura le droit de recruter des talents dans le monde entier. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Tchad Info TV.